Bonjour les data scientists. Dans cette vidéo, on va parler de métriques, et plus précisément de métriques de régression. En effet, vous êtes nombreux à vous demander quelle est la différence entre la MSE, la MAE, le coefficient R carré, et dans quelle situation utiliser l'un plutôt que l'autre. Donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions en partageant au passage quelques techniques issues de ma propre expérience. C'est parti! Pour bien comprendre l'origine de nos métriques, il faut repartir de la base. Voici donc un dataset XY à partir duquel est développé un modèle de régression linéaire. Par exemple, il pourrait s'agir ici du prix de plusieurs appartements en fonction de leur surface habitable. Pour évaluer la performance de ce modèle, il faut mesurer les erreurs entre ses prédictions et les valeurs du dataset. On calcule ainsi la différence entre Y vrai et Y pred, et de cette façon, si votre modèle estime qu'un appartement vaut 300 000 € mais que sa vraie valeur est de 250 000 €, alors vous pouvez dire qu'il a fait une erreur de moins 50 000 €. Ici, l'erreur est négative. Mais en prenant un autre exemple, il se pourrait très bien que l'erreur soit positive. Or, travailler avec des erreurs qui peuvent être soit positives, soit négatives, ce n'est pas vraiment pratique, et je vous laisse deviner pourquoi dans les commentaires de la vidéo. Donc, pour corriger ce problème, il y a deux options. Prendre la valeur absolue de chaque erreur, ou bien calculer le carré de chaque erreur. Et oui, comme vous le voyez, l'erreur est du coup beaucoup plus grande. Mais on verra dans quelques instants comment remettre ces erreurs à leur échelle initiale. Ensuite, une fois qu'on a choisi une de ces deux approches, il ne reste plus qu'à faire la moyenne de toutes les erreurs. Donc, quand on fait la moyenne des erreurs quadratiques, on obtiendra l'erreur quadratique moyenne, ce qui s'appelle mean squared error en anglais. Et quand on fait la moyenne des erreurs absolues, on obtient l'erreur absolue moyenne, ce qui s'appelle en anglais mean absolute error. Alors, pour calculer ces erreurs avec scikit-learn, il faut commencer par les charger depuis le module metrics. Au passage, vous remarquez qu'on utilise ces fonctions toujours de la même manière, en passant dans les parenthèses y, puis ypred. Donc, j'ai ici créé deux tableaux, y et ypred, qui sont pour le moment parfaitement identiques, et j'ai également importé tout le contenu du module metrics, donc l'erreur absolue moyenne, l'erreur quadratique moyenne, et d'autres erreurs qu'on va voir dans cette vidéo. Ainsi, je peux calculer la mean absolute error entre y et ypred, ainsi que l'erreur quadratique moyenne, mean squared error, entre nos deux tableaux, ce qui nous donne pour le moment une erreur égale à 0, puisque nos deux tableaux sont identiques. À présent, si je modifie le contenu d'un des tableaux, par exemple ypred, en écrivant 2 à la place de 1, alors je vais obtenir une différence entre 1 et 2 qui est égale à 1, donc dans les deux cas, j'obtiens une erreur égale à 1. Puis si je continue, que je passe à 3, alors je vais obtenir un écart de 2, qui, lorsqu'il est mis au carré, me donne 4. Et ainsi de suite, si je passe à 4, je vais obtenir un écart de 3, s'il est mis au carré, ça nous donne 9, puis si je passe à 5, on va du coup obtenir 16, vous comprenez, etc., etc. Alors, à ce stade, on pourrait penser que l'erreur quadratique moyenne, c'est juste le carré de l'erreur absolue. Mais il faut surtout pas penser ça. Regardez les formules qu'on a ici. L'erreur quadratique moyenne, c'est la moyenne des erreurs carrées, et non pas le carré de la moyenne des erreurs. Ce qui fait que si on ajoute une autre valeur dans notre tableau, par exemple, on rajoute la valeur 2, et on va tout simplement rajouter la même valeur. Donc on n'aura pas d'erreur sur cette deuxième prédiction. Alors on obtient une erreur absolue moyenne qui est égale à 2, puisque la moyenne entre 4 et 0, c'est 2, et on obtient une erreur quadratique moyenne égale à 8, puisque la moyenne entre 16 et 0, c'est égal à 8. Or, 8, c'est pas le carré de 2. En fait, la racine carrée de 8, c'est 2 racines de 2. Et si on veut calculer cette racine carrée, c'est très simple, on utilise la fonction racine carrée depuis le module numpy, ce qui nous donne donc 2,82. Et ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle la root mean squared error, c'est-à-dire la racine carrée
de l'erreur quadratique moyenne. Et ça, c'est une métrique très utile car elle permet de remettre à l'échelle initiale nos erreurs calculées par l'erreur quadratique moyenne. Donc, avec tout ça, on a d'un côté la mean absolute error qui dit que la moyenne entre 0 et 4, c'est égal à 2, ce qui est parfaitement logique. Et d'un autre côté, on a la mean squared error pour qui cette moyenne est égale à 2,8. Et ça peut sembler un peu plus bizarre. Donc, ça nous amène à la question que beaucoup de gens se posent. Dans quelles circonstances utiliser la MSE plutôt que la MAE? Eh bien, la réponse est simple. En général, on utilise la MSE quand on accorde une importance exponentielle à nos erreurs. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'on développe un système qui estime la distance de freinage d'une voiture. Pour ça, on entraîne 2 modèles dans le but de retenir celui qui fera les plus petites erreurs. Sur ces prédictions, le modèle A fait une erreur de 10 mètres et une autre de 0 mètres. Donc si nous évaluons ce modèle avec la MAE, il obtient une erreur moyenne de 5 mètres. Le modèle B, quant à lui, effectue une erreur de 6 mètres et une autre de 5 mètres, ce qui lui vaut une moyenne de 5,5 mètres. C'est donc le modèle A qui l'emporte. Mais est-ce une bonne chose? Ce modèle a tout de même fait une erreur de 10 mètres, ce qui est très grave, parce que sur une telle distance, une voiture a beaucoup de chances de faire un accident ou d'écraser un piéton. Donc, par curiosité, voyons ce qui se passe en évaluant nos modèles avec la MSE. Cette fois, le modèle A obtient une erreur de 7 mètres, tandis que le modèle B obtient une erreur de 5,52 mètres. C'est donc le modèle B qui l'emporte dans cette situation. Ce qui explique une telle différence, c'est que la MSE pénalise beaucoup plus les grandes erreurs que la MAE. En effet, faire une erreur de 10 mètres, ce n'est pas juste 10 fois plus grave que faire une erreur de 1 mètre, mais ça devient 100 fois plus grave, puisque le carré de 10, c'est égal à 100. Donc, en général, il est conseillé d'utiliser la MSE si vous accordez une grande importance aux grandes erreurs. Cela peut être crucial dans le réglage des hyperparamètres d'un modèle, avec par exemple Grid Search CV. A l'inverse, si les grandes erreurs que vous obtenez sont provoquées par des valeurs aberrantes, ce qu'on appelle en anglais des outliers, alors il vaut mieux se tourner vers la MAE qui vous donnera une meilleure représentation de la performance de votre modèle. Et puisqu'on parle de valeurs aberrantes, il existe une autre métrique très utile car elle est encore moins sensible à ces valeurs, c'est la median absolute error. Comme son nom l'indique, cette mesure retourne la médiane de toutes nos erreurs. Donc dans le cas où on a des erreurs qui sont 1, 2, 8, 3, 1, alors en triant ces erreurs dans l'ordre, on va voir que la médiane est de 2, donc l'erreur médiane absolue est égale à 2. Ça peut donc être très utile si vous ne voulez pas évaluer votre modèle sur quelques valeurs aberrantes qu'il pourrait exister. Par exemple, si je continue d'ajouter quelques valeurs dans mes tableaux, et que je rajoute une valeur vraiment très grande, une très mauvaise prédiction, par exemple une prédiction de 1000 alors que la valeur était de 2, alors je vais obtenir des erreurs quadratiques moyennes et des erreurs absolues moyennes qui sont très très grandes. On pourrait donc penser que notre modèle effectue de très grosses erreurs, alors que la réalité est différente. Notre modèle n'effectue pas beaucoup de grandes erreurs, il effectue seulement une très grande erreur. Donc en calculant la median absolute error, on va découvrir que notre modèle effectue en réalité une erreur de 2. Alors est-ce que c'est une bonne chose de dire à vos collègues, votre client, votre patron, que votre modèle fait une erreur moyenne de, disons, 2 €, alors que il peut arriver qu'il vous fasse perdre des milliers d'euros? Et pas vraiment. Donc, à cause de ça, beaucoup de gens se demandent « Mais qu'est-ce que je suis censé utiliser entre la median absolute error, l'erreur quadratique moyenne, l'erreur absolue moyenne ?» Mais j'ai envie de vous dire, la réponse est très simple. Pourquoi chercher à utiliser une seule mesure quand vous pouvez toutes les utiliser à la fois? C'est vrai, en fin de compte, lorsque vous calculez toutes les erreurs qu'un modèle fait, pourquoi ne pas utiliser différentes statistiques pour bien comprendre ces erreurs? La moyenne, la médiane, et pourquoi pas les quintiles, voire
la distribution que suivent toutes ces erreurs. Vous pouvez ainsi déterminer des intervalles de confiance en disant à votre patron ou vos collègues que votre modèle a peut-être 5% de chance d'effectuer une erreur supérieure à 5 000 € ou 10 000 € dans le cas d'un prix d'un appartement. Et c'est ça qu'on doit faire lorsqu'on utilise des métriques de régression. Pour vous donner un exemple concret, j'ai ici chargé le dataset du prix de l'immobilier à Boston, à partir duquel j'ai développé un modèle de régression linéaire, et voici le résultat que l'on obtient. Eh bien, si j'ai envie de comprendre quelle est la performance de ce modèle, je ne vais pas me contenter de calculer l'erreur moyenne. Non, à la place, je vais calculer la médiane, le quintile, et comme je disais, pourquoi pas même la distribution. Donc, ce que j'aime beaucoup faire quand j'ai besoin d'évaluer un modèle, c'est de tracer l'histogramme de mes erreurs, en calculant par exemple la valeur absolue entre Y et YPRED. Jusque-là, ça ressemble à notre erreur moyenne absolue, sauf que plutôt d'en faire une moyenne, je vais tout simplement afficher ça dans un histogramme avec Matplotlib, en créant par exemple, disons, 50 intervalles. J'obtiens alors le graphique suivant, sur lequel je peux voir que sur toutes les prédictions qui ont été faites, 80 d'entre elles ont une erreur très proche de 0. Je peux également visualiser ou même calculer la quantité d'erreurs qui sont supérieures à 5 000 $. Donc grâce à cet histogramme, je comprends beaucoup mieux l'état actuel de mon modèle, sa performance, en tout cas beaucoup mieux que si je calculais une simple moyenne, ça c'est sûr. Et pour conclure avec cet histogramme, on peut voir que nos erreurs suivent une loi de distribution exponentielle. C'est une chose tout à fait normale que vous obtiendrez la quasi-totalité du temps. Voilà, donc retenez bien mon conseil, ne vous limitez pas à une métrique, utilisez-en plusieurs. Vous récolterez beaucoup plus d'informations. Maintenant, pour finir cette vidéo, nous allons voir une toute dernière métrique, le coefficient de détermination R². Ce coefficient, vous l'utilisez à chaque fois que vous écrivez modèle.score(xy). En tout cas, pour les modèles de régression. Et oui, que ce soit un modèle de régression linéaire, SGD régressor, ou même un réseau de neurones, dans scikit-learn, c'est toujours le coefficient de détermination qui est implémenté dans la méthode score. Alors, vous le savez sans doute, ce coefficient, quand il est proche de 1, c'est que notre modèle est très bon, quand il est proche de 0, c'est que le modèle est pas bon du tout. Mais pour mieux comprendre ce qu'il représente vraiment, voyons ensemble sa formule mathématique. Oui, je sais, ça fait un peu peur, mais croyez-moi, c'est très simple à comprendre. En fait, le coefficient de détermination évalue la performance de notre modèle par rapport au niveau de variation présent dans les données. Regardez bien. Au numérateur, on retrouve une expression très semblable à notre erreur quadratique. On a la somme des carrés des différences entre y et yPRED. C'est donc une erreur qui est calculée dans la partie numérateur de notre fraction. Ensuite, au dénominateur, on calcule presque la même chose, mais cette fois-ci en faisant la différence entre y et la moyenne des y. Et ça, en statistique, ça porte un nom, c'est la variance. C'est pourquoi on retrouve la phrase qu'on a écrite tout en bas de l'écran, le coefficient de détermination évalue les erreurs ou bien la performance par rapport au niveau de variation présent dans les données. Lorsque le coefficient de détermination est proche de 1, alors cette fraction est elle-même proche de 0, ce qui signifie que les erreurs commises par votre modèle sont beaucoup plus petites que la variance présente dans les données. Pour vous donner un exemple, si vous développez un modèle sur des prix d'appartements, que l'erreur moyenne de ce modèle est de 1000 € et que la variance dans votre dataset est environ de 100 000 €, alors on obtient un rapport de 1% et donc un coefficient de détermination égal à 0,99. A l'inverse, on obtient un coefficient de détermination égal à 0 lorsque le numérateur est égal au dénominateur. C'est-à-dire que les erreurs sont aussi grandes que le niveau de variation des données. Et dans le cas où vos erreurs sont encore plus grandes que la variance de votre dataset,
alors vous pouvez même obtenir un coefficient de détermination négatif. Donc, dans notre cas, avec le dataset de Boston, on obtient un coefficient de détermination de 0,74. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que notre modèle décrit 74% des variations du prix de l'immobilier à Boston. C'est avec ce genre de phrase que vous pouvez interpréter les résultats du coefficient de détermination. Encore une fois, ce n'est pas une métrique à utiliser toute seule, il faut l'utiliser en combinaison avec la MSE, la MAE et tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Et si vous voulez utiliser ces différentes métriques dans une cross-validation, alors il vous faut écrire pour l'argument scoring une chaîne de caractères contenant vos différentes métriques que vous pouvez trouver à l'adresse suivante. Je vous mets le lien dans la description. Si jamais vous perdez cette page, j'ai quand même une astuce à vous donner. Écrivez n'importe quoi, compilez votre code, et vous allez obtenir une erreur vous disant que cette métrique n'existe pas, bien évidemment. Mais au bas de cette erreur, on vous dira de copier-coller le code suivant, donc en important scikit-learn.metrics. Ensuite, on est capable d'exécuter cette ligne, et alors, vous obtenez la liste de toutes les métriques qui sont disponibles en tant que chaîne de caractères. Donc par exemple, on va retrouver la mean absolute error, qui est formulée de façon négative, mais c'est juste un détail, vous en faites pas. Et donc, en revenant tout en haut et en remplaçant ceci par notre mean squared error, on obtient les résultats suivants. Donc sur 3 cross-validation, on obtient une erreur absolue moyenne de 3,3, 4,27 et 13,4. Vous pouvez utiliser exactement cette même technique dans les fonctions grid, search, CV ou toute autre fonction de scikit-learn qui utilise la cross-validation. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les métriques vous aura plu. D'ailleurs, je suis assez curieux de savoir quand est-ce que vous préférez utiliser l'erreur quadratique moyenne ou bien l'erreur absolue moyenne. Et si vous aussi vous avez des techniques personnelles que vous voudriez partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. En dehors de ça, si vous avez d'autres questions sur la data science, n'hésitez pas à rejoindre toute notre communauté sur Discord. Et si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec un ami, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.